Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de refaire un petit point sur la navigation Internet. Comment naviguer sur Internet en toute sécurité et comment utiliser au mieux la navigation Internet. Pour ça, je vous propose de tout simplement nous rendre sur un navigateur web. Ici, je vais utiliser Google Chrome, mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur chez vous. Les principes que nous allons évoquer ici restent très similaires, sont quasiment les mêmes. Il se peut que les menus ne soient pas rangés pareil, mais ça ne fait pas une grosse différence dans l'utilisation. Eh bien, tout simplement, lorsque nous naviguons sur Internet, nous utilisons un logiciel qui s'appelle un navigateur, et ici, mon navigateur, Google Chrome, se présente de la manière suivante. J'ai ici des onglets que je peux créer, je peux ajouter de nouveaux onglets, ici, pour naviguer sur plusieurs pages différentes à la fois, et garder plusieurs pages ouvertes en même temps. Si je referme ici les onglets avec la petite croix, eh bien, je peux revenir à un seul onglet. En dessous, j'ai ma barre de navigation, avec les différents boutons qui me permettent de revenir en arrière ou d'avancer, de rafraîchir la page, ou de revenir à la page d'accueil. Par défaut, je suis arrivé sur une page d'accueil. Cette page d'accueil chez moi est définie pour être Google. J'ai ici la barre d'adresse qui va me permettre de vérifier l'adresse du site. Donc j'ai bien google.fr et je peux comme ça m'assurer que je suis bien sur le vrai site de Google et pas sur un site qui donnerait l'apparence de Google. Ça, c'est le premier point qui est essentiel à comprendre, c'est qu'il faut toujours vérifier l'adresse du site sur lequel vous êtes si vous voulez être sûr de bien vous rendre sur le vrai site officiel et pas sur un site qui essaierait d'imiter l'apparence d'un site connu. Donc l'adresse ici va nous permettre de savoir où on est, et au milieu évidemment je vais avoir la page que je consulte. Ici je suis sur Google, je suis donc sur un moteur de recherche, j'ai la page de Google qui s'affiche ici, et évidemment dans cette page j'ai une zone de recherche puisque c'est le travail de Google que de me permettre de faire des recherches sur Internet. Distinguons bien deux choses, la barre d'adresse et la barre de recherche. La barre d'adresse va me permettre de taper des adresses, et la barre de recherche va me permettre de chercher quelque chose. Alors, par des formations, maintenant, depuis quelques années maintenant, la plupart des navigateurs permettent également de taper directement dans la barre d'adresse pour faire une recherche. Mais ce n'est qu'une sorte de facilité, ce n'est pas l'usage normal des choses. Je m'explique. Par exemple, si je connais l'adresse d'un site, admettons que je connaisse l'adresse de facilepc.fr, eh bien je pourrais venir ici dans la recherche et chercher facilepc.fr, mais ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas être dirigé directement vers FacilePC. Je vais d'abord demander à Google de me donner la liste de tous les sites qu'il connaît qui correspondraient à FacilePC, et je vais ensuite devoir taper donc cette adresse et cliquer sur le premier résultat ou un résultat qui corresponde. En revanche, si je tape directement dans la barre d'adresse l'adresse que je connais déjà, donc facilepc.fr, et que je valide, eh bien je suis directement dirigé vers le site que je souhaite consulter. L'intérêt de taper directement l'adresse, eh bien ça va être simplement d'aller droit au but et de ne pas avoir à demander à Google l'information que nous connaissons déjà. Imaginez que vous appeliez les renseignements pour demander un numéro de téléphone que vous connaissez déjà. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Eh bien c'est exactement la même idée ici avec Google. Et c'est une bonne pratique de taper directement l'adresse, tout simplement pour éviter de donner trop d'informations à Google. Nous en donnons déjà suffisamment. Alors je parle de Google évidemment, mais tous les autres moteurs de recherche ne sont pas en reste, que ce soit Bing, Yahoo ou d'autres encore, eh bien vous n'avez pas forcément d'obligation de passer par un moteur de recherche pour aller à une adresse que vous connaissez. Ça c'est peut-être la première chose à garder à l'esprit. Je vais revenir ici à la page d'accueil. Si j'avais tapé simplement ici dans l'adresse facilepc, donc sans le .fr et que je fasse entrer, eh bien ce mot ne correspond pas à une adresse réelle, et pour me faciliter la vie, effectivement, mon navigateur va demander à Google cette information, ou en tout cas au moteur de recherche que j'ai paramétré dans mon navigateur. Sachez qu'il est possible de changer de moteur de recherche par défaut. Google n'est pas le seul moteur de recherche qui existe. Pour modifier le moteur de recherche, eh bien vous pouvez vous rendre dans le menu ici des trois petits points. Un peu plus bas, vous allez pouvoir descendre et trouver l'option paramètres. Et une fois dans les paramètres de Chrome, eh bien ici sur la gauche, je vais pouvoir choisir le moteur de recherche qui m'intéresse. Par défaut, je suis sur Google, mais je peux venir cliquer sur modifier et choisir un autre moteur de recherche. Donc si vous avez d'autres envies, vous pouvez utiliser par exemple DuckDuckGo qui respecte un petit peu plus votre anonymat, Qwant qui est un moteur de recherche français, Brave, qui a également de très bonnes performances, Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, Ecosia est un moteur de recherche à tendance écologique, si vous faites des recherches, ça génère du revenu, et Ecosia va utiliser ce revenu pour planter des arbres,
Donc Google, bien entendu, je ne le présente plus, vous le connaissez. Yahoo Recherche, eh bien, va être le moteur de recherche de Yahoo. Et Lilo est un moteur de recherche également intéressant à découvrir puisqu'il génère ce qu'ils appellent des gouttes d'eau qui ont une valeur financière et vous pouvez redistribuer cette somme d'argent à des associations caritatives de votre choix. Donc vous pouvez, bien entendu, changer de moteur de recherche. Ça n'a pas une grande importance. Les résultats sont très très similaires. Mais effectivement, Google reste aujourd'hui le moteur de recherche le plus connu et le plus utilisé. Ici, je ne vais pas changer, je vais simplement refermer mes paramètres. Et déjà, nous avons vu une première bonne pratique qui est de taper plutôt les adresses directement dans la barre d'adresses lorsqu'on les connaît. Vous pouvez également décider d'enregistrer ces adresses dans vos favoris en utilisant la petite étoile qui se trouve en bout de ligne lorsque vous êtes sur une page qui vous intéresse. Vous pouvez également, en passant par le menu ici, accéder à favoris et listes et afficher la barre de favoris. La barre de favoris va se mettre ici en dessous de la barre d'adresse et vous allez pouvoir comme ça glisser en attrapant grâce à ce bouton qui se trouve juste à côté de l'adresse, donc l'adresse également appelée URL, vous allez pouvoir glisser en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé cette information jusqu'à la barre de favoris. Lorsque vous ne voulez plus garder cette information dans la barre de favoris, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dessus et supprimer également cette information. Votre barre de favoris peut être très pratique parce que vous pouvez également y créer des dossiers en cliquant avec le bouton droit. Et ici, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un dossier et des sous-dossiers pour classer vos adresses internet favorites. Vous pouvez créer des dossiers par thématique et vous pouvez comme ça avoir une bonne organisation. Donc voilà pour la partie utilisation classique du navigateur. Maintenant, comment être sûr que je vais naviguer sur des sites sécurisés? Eh bien, une adresse internet se constitue effectivement d'un nom en général .com, .fr, peu importe l'extension, / et de tout un tas de choses derrière qui vont indiquer la page que je souhaite consulter. Mais pour accéder à cette page, eh bien, l'ordinateur, ou en tout cas le navigateur, va utiliser un mode de connexion un peu particulier qui est un protocole qu'on appelle le HTTP. Et pour essayer de comprendre l'importance de la sécurité, eh bien, je vous propose une petite présentation que j'ai préparée de mon côté. Je vais la mettre ici en plein écran. Et nous allons commencer à nous intéresser à la façon dont nous consultons les pages. La plupart du temps, effectivement, vous avez ici votre ordinateur qui est relié à votre routeur Internet, votre box à la maison, lui-même relié à Internet par soit de la fibre optique, soit une connexion ADSL. Et une fois dans Internet, eh bien, les informations circulent jusqu'à arriver au serveur que l'on souhaite consulter. Par exemple, ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être Facile PC, ça peut être n'importe quel site. Donc voilà le schéma type. Ce schéma, en fait, va utiliser un protocole, au départ, à la base, historiquement, qui est le protocole HTTP, le Hypertext Transfer Protocol, qui va permettre de transférer des pages hypertextes. Le problème de ce protocole, c'est que les informations circulent en clair lorsque vous naviguez comme ça sur Internet. Ce qui pourrait permettre à quelqu'un de malveillant, effectivement, d'intercepter l'information à plusieurs endroits. Par exemple, entre votre ordinateur et votre box, entre votre box et le reste du monde au niveau de la connexion fibre, peut-être directement dans les différents outils qui composent Internet. Internet n'est pas quelque chose de linéaire, vous passez par plusieurs intermédiaires techniques pour arriver à destination, ou encore à l'arrivée, au moment où la connexion Internet rejoint le serveur que vous voulez consulter. Ces différents endroits sont vulnérables parce que si l'information circule en clair, eh bien quelqu'un pourrait voir passer un numéro de carte bancaire, un mot de passe ou toutes sortes d'informations que vous êtes en train de transmettre. Pour remédier à ça, eh bien nous avons ici une possibilité qui est de passer en protocole HTTPS. Le S signifiant que le protocole HTTP va être sécurisé. C'est donc du HTTP sécurisé. Et ce HTTPS va être souvent assimilé à un petit cadenas, et ce petit cadenas va chiffrer les données à plusieurs étapes. En fait, elle va chiffrer les données de bout en bout entre vous et la machine à laquelle vous souhaitez accéder. Et du fait que les données soient chiffrées et qu'elles ne circulent plus en clair, eh bien, votre connexion va être un peu mieux sécurisée. Tout simplement, elle va empêcher que quelqu'un intercepte des messages à différents points de cette connexion pour tenter de les lire. Mais tout de même, il reste un point faible. C'est que si le site auquel vous vous connectez n'est pas un site fiable, eh bien, vous aurez beau avoir une connexion sécurisée, personne ne pourra intercepter ce que vous racontez, mais pour autant, la personne à qui vous parlez peut éventuellement être malveillante. En effet, si je murmure le code de ma carte bleue à l'oreille d'un voleur, eh bien personne d'autre ne l'entend, mais le voleur, lui, l'a entendu.
Donc voilà un petit peu le schéma classique qui va être représenté ici sur HTTPS. Alors comment s'assurer qu'on est bien sur une connexion sécurisée? Eh bien, lorsque je vais dans la barre d'adresse ici, je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton ici sur Chrome. Alors sur les autres navigateurs, il se peut que vous ayez directement un petit cadenas, et c'est ce qu'on avait historiquement, mais dans Google Chrome, eh bien, on a un changement depuis quelques temps. Mais lorsque je clique sur ce bouton, eh bien, je vois ce petit cadenas qui me dit que la connexion est sécurisée. Donc cette connexion sécurisée m'indique que entre moi, donc c'est-à-dire mon ordinateur, et le site que je suis en train de consulter, en l'occurrence ici Google, eh bien la connexion est parfaitement chiffré et que personne ne peut intercepter ce que je raconte à Google, ni ce que Google me répond. Ça va être le cas, par exemple, sur d'autres sites. J'ai ici un exemple qui est un site un petit peu humoristique, que je vais prendre en exemple, qui est perdu.com. Alors, ce site-là n'a pas grand intérêt, c'est simplement une petite blague qui traîne maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années sur Internet et qui, moi, m'a fait rire à l'époque et qui, aujourd'hui, continue de m'amuser. Ici, on vous dit, perdu sur Internet, pas de panique, on va vous aider, vous êtes ici. Bref, vous comprenez qu'on n'est pas plus avancé grâce à ça. Mais ce site-là a l'avantage, si je regarde ici, d'être sécurisé. Alors, une autre façon de vérifier que le site est bien sécurisé serait de cliquer ou de double-cliquer ici sur la barre d'adresse, et je vois ici que j'ai bien https et l'adresse que je veux. Donc le https, ici, m'indique que je suis bien sur un site sécurisé. Pour que vous voyez ce qui se passe lorsqu'on va sur un site qui n'est pas sécurisé, eh bien, je vais vous donner un autre exemple ici. Je vais aller sur perdu avec un S cette fois-ci, au pluriel, donc perdu.com. Et perdu.com, ici, m'indique une page, effectivement, avec une blague un petit peu du même genre. Perdu au pluriel, pas de panique, non pas de panique, vous êtes là et l'autre ici. Donc là, il y a bien effectivement quelque chose qui s'affiche. Mais remarquez que j'ai ici une indication qui me dit que le site n'est pas sécurisé. En effet, cette adresse-là, en fait, indique que je suis sur une adresse qui est http et non pas https . Donc vous voyez que ici j'ai bien un site non sécurisé. Alors est-ce que pour autant c'est grave sur ce site-là en particulier? Eh bien pas vraiment, puisque je ne donne pas d'informations personnelles en allant sur ce site, mais ça pourrait être grave si j'avais l'intention d'y mettre un mot de passe ou d'y mettre ma carte bleue par exemple. Donc vous voyez que on peut très facilement savoir si le site est sécurisé ou non. En revanche, comment savoir si je peux avoir confiance dans un site ou non? Eh bien le cadenas malheureusement ne suffit pas. Je vais revenir ici à ma page d'accueil, tout simplement pour essayer de vous donner quelques indications, quelques conseils. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas de conseils vraiment fiables à 100%. Si vous aviez le moindre doute concernant un site, vous pouvez toujours rechercher sur un moteur de recherche comme Google, par exemple, le nom du site, par exemple, ici, facilepc.fr, suivi de avis. Alors si je cherche les avis autour de FacilePC, eh bien je vais peut-être avoir quelques sites ici par exemple, comme France Vérif, ou d'autres sites sur lesquels j'aurai des avis. A priori, si je clique sur ce résultat, eh bien je vois que ce site-là considère, en tout cas, alors je vais ici ne pas accepter les cookies, je considère effectivement que ce site-là est considéré comme fiable, parce qu'il n'y a pas, a priori, de plainte, il n'y a pas d'avis négatif. Alors ça ne veut pas forcément dire que le site est fiable, bon, ici je vous garantis qu'il l'est, mais pour autant, il se peut que vous n'ayez pas forcément beaucoup d'indications. Alors, essayez de faire confiance au plus grand nombre, même si c'est toujours un peu risqué, mais les sites qui ont pignon sur rue, qui sont très connus, en principe ne présentent pas vraiment de danger. Vérifiez tout de même que vous êtes bien sur la bonne adresse. Vous pouvez chercher avis, mais vous pouvez également, à la place de avis, chercher arnaque. Si vous cherchez le nom du site, alors arnaque évidemment, sans la faute d'orthographe, c'est beaucoup mieux, mais vous verrez que peut-être il y a des résultats qui ressortent en vous disant attention, ce site est une arnaque, n'y allez pas, etc. Ce n'est pas une science exacte, mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de plaintes, beaucoup d'avis négatifs, beaucoup de gens qui disent attention, ce site-là est une arnaque, surtout pour des sites de e-commerce, eh bien peut-être que ça peut vous mettre en garde et vous dire que ce n'est peut-être pas une très bonne idée de mettre votre carte bleue sur ce site-là. Voilà, ce n'est pas, encore une fois, comme je vous disais, une science exacte, mais ça donne déjà une indication. Très bien, à présent, je vais revenir ici sur ma page d'accueil et je vous propose de voir comment, éventuellement, ouvrir plusieurs onglets pour avoir accès à une information. Imaginons que je cherche, pourquoi pas, une recette de gâteau au chocolat. Voilà, une recette de gâteau au chocolat. Je vais donc ici trouver plusieurs résultats. Et j'aimerais effectivement consulter ces résultats pour voir si ça me convient, si la recette ne me semble pas trop compliquée, si voilà, s'il n'y a pas de problème avec ces recettes. Alors la tendance
classique, ça va être de venir cliquer directement sur le résultat, mais regardez ce qui se passe quand je clique sur le résultat, eh bien, je perds le résultat de ma recherche et je me retrouve ici sur une page. Alors, je vais bloquer ici les choses. Je me retrouve sur une page qui certes va m'indiquer, alors je vais accepter les cookies, va m'indiquer la recette du gâteau au chocolat, très bien, et si je voulais revenir en arrière, rejeter, voilà. Lorsque je voudrais revenir en arrière, eh bien je vais avoir tendance à cliquer sur ce bouton pour revenir en arrière. Je reviens donc à ma page de résultats, mais je vais passer mon temps à entrer, sortir, peut-être aller consulter d'autres résultats, et puis à un moment donné, je vais peut-être me dire, mince, c'était lequel finalement qui me plaisait bien, je ne sais plus si c'est le premier, le deuxième, le troisième. Ce que je vous recommande dans ces cas-là, va être, lorsque vous avez les résultats de recherche, de cliquer avec le bouton droit, et d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Lorsque vous allez ouvrir le lien dans un nouvel onglet, vous voyez qu'ici j'ai un nouvel onglet qui est apparu, sur lequel j'ai bien la page qui m'intéresse. Et je peux n'importe quand revenir ici sur mes résultats de recherche. Ce qui me permet par exemple d'ouvrir directement plusieurs résultats, sans forcément les consulter tout de suite. Je les ouvre dans une page à chaque fois différente, et ici, voilà, j'en ouvre un dernier, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et vous voyez que j'ai comme ça plusieurs résultats qui sont prêts, que je vais pouvoir aller consulter. Peut-être que celui-ci me plaît, peut-être que le suivant me plaît moins et que je ne vais pas forcément vouloir le conserver, je peux donc le refermer. Je peux garder celui-ci par exemple également, s'il me plaît, voilà, je vais consulter une autre page qui me plaît peut-être aussi, et puis peut-être que la dernière page ici va contenir quelque chose qui me plaît moins, et donc je pourrais refermer. Et vous voyez que j'ai comme ça la possibilité de garder les onglets qui m'intéressent. Et pourquoi pas ensuite prendre ici un résultat, par exemple celui-ci. Donc je vais accepter les cookies. Voilà, cette recette de gâteau au chocolat facile, par exemple, sur le site L, eh bien, je vais pouvoir, ici, glisser l'adresse dans ma barre de favoris pour la conserver et la retrouver plus tard. Donc vous voyez que c'est très facile de rechercher quelque chose. Je vais ici supprimer simplement ce favori, parce que je n'en ai pas forcément besoin, et je peux maintenant refermer plusieurs onglets, ici, pour revenir à mes résultats de recherche. Donc je peux comme ça ouvrir plusieurs pages et ensuite déterminer si oui ou non je souhaite conserver les informations. Une fois que je vais utiliser pendant un certain temps mon navigateur, eh bien je vais donc visiter un grand nombre de sites, ce qui va me générer de l'historique. Pour consulter l'historique, pour savoir tous les sites que j'ai consultés, eh bien je pourrais également venir sur les trois petits points ici et venir cliquer sur historique. Et dans l'historique, j'ai ici les onglets récents, mais je peux également aller consulter l'historique complet. Ici, je peux également y accéder grâce au raccourci CTRL-H. Et une fois dans l'historique, eh bien, je peux comme ça remonter le temps et aller voir les différentes pages que j'ai consultées. Donc ces pages-là vont être classées par date, avec les heures de consultation, et je peux comme ça effectivement retrouver les différentes choses que j'ai consultées par le passé. Le problème, c'est que, en termes de sécurité, eh bien, je laisse une trace sur ma machine, qui permettrait à quelqu'un qui passerait derrière moi de retrouver les sites que j'ai consultés et peut-être de savoir un peu ce qui m'intéresse. Eh bien, il est possible là aussi de supprimer l'historique de navigation, et pour ça, une fois que je suis sur la page historique, je peux venir ici pour supprimer les données de navigation. Lorsque je vais demander à supprimer les données de navigation, eh bien, je peux choisir quelle période je souhaite supprimer. Ça peut être par exemple la dernière heure, mais ça peut être également les dernières 24 heures, les 7 derniers jours, les 4 dernières semaines, ou bien toutes les données depuis l'historique complet. Et le fait de supprimer cet historique va également me permettre de choisir si je supprime uniquement l'historique des pages, mais si je décide de supprimer également les cookies, et également les fichiers qui ont été mis en cache, donc les fichiers temporaires qui se sont chargés dans mon ordinateur, pour me permettre de naviguer. Si je souhaite supprimer la dernière heure par exemple, eh bien je peux tout simplement cliquer sur supprimer les données ici, en m'assurant que j'ai bien la dernière heure, et une fois que je supprime ces données, eh bien je n'aurai plus la dernière heure dans mon historique de navigation. Si je reviens maintenant en fermant cet onglet ici dans mon historique, vous voyez que je n'ai plus effectivement, nous sommes le 30 novembre, je n'ai plus le 30 novembre dans mon historique de recherche, mais je retrouve bien effectivement des choses du 29 ou du 11 qui correspondent à des recherches que j'ai faites par le passé. Bien entendu, j'aurais pu évidemment supprimer l'intégralité de mon historique. Donc je vais ici refermer cet historique, mais une autre façon très simple de ne pas laisser de traces sur mon ordinateur, et encore une fois c'est très pratique si je veux utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre, serait d'utiliser la navigation privée. Si je me rends ici dans les trois petits points, je peux ouvrir ici une nouvelle fenêtre de navigation privée. Cette navigation privée va se caractériser par un affichage qui va être d'une couleur différente, ici dans Chrome l'affichage est en noir, et je vais pouvoir comme ça utiliser mon navigateur pour aller sur différents sites.
pourquoi pas passer par Google, tant qu'à faire. Je vais accepter ou refuser les cookies, peu importe, et je pourrai faire mes recherches comme je le fais habituellement. La particularité, c'est que je ne serai pas considéré comme connecté à mon compte Google, je ne vais donc pas enregistrer chez Google les choses, à moins que je me connecte, bien sûr, et que dès que je fermerai cette page de navigation sécurisée, eh bien, l'historique des pages que j'ai consultées, tous les cookies qui auraient été générés durant cette session et tous les fichiers temporaires que j'aurais générés également en naviguant seront supprimés. Il n'y aura donc aucune trace. Personne ne pourra retrouver les sites sur lesquels je suis allé. Même les adresses que j'ai tapées vont disparaître et ne seront pas mémorisées. Ça peut être intéressant dans certains cas. Attention tout de même, le fait de générer ces connexions n'empêche pas votre opérateur internet et les sites que vous visitez de savoir que vous y êtes allé. Ça va simplement éviter de laisser des traces dans la machine sur laquelle je me trouve. Voilà pour cette navigation sécurisée. Très bien, à présent je vais refermer le navigateur et nous avons vu qu'il était possible d'utiliser la navigation internet de façon efficace en cliquant pour ouvrir les pages dans des onglets à côté, que le protocole de communication de mon navigateur c'est le protocole HTTP à la base, mais qu'il y a une version sécurisée qui est le HTTPS, qui se caractérise soit par un petit cadenas que je vois directement, soit par le bouton qui me permet de voir que la connexion est sécurisée. Cette connexion sécurisée va simplement s'assurer que le chiffrement des données entre moi et le site que je visite sera effectif et que personne ne pourra intercepter les messages que nous échangeons. Mais attention tout de même, le site que je consulte n'est peut-être pas un site bienveillant. Il peut tout à fait s'agir d'une arnaque. Donc pour ça, on va tenter, avec des recherches sur des différents moteurs de recherche, de vérifier s'il y a des avis et tenir compte peut-être de ces avis. En règle générale, les sites populaires, par exemple Cdiscount, Amazon, la Fnac, bref, des sites de ce type-là sont très connus et ce sont vraiment des sites de confiance. Maintenant, si vous trouvez un site qui s'appelle lessuperbonsplanspachers.com, peut-être que ce site-là étant moins connu, eh bien, ne sera pas aussi sécurisé. Alors, il peut très bien y avoir une connexion HTTPS, et donc avoir une connexion sécurisée jusqu'à ce site, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vouloir mettre votre carte bancaire dedans, ou créer un compte en y mettant un mot de passe que vous utilisez peut-être par ailleurs. Donc faites très attention, effectivement, à ces points-là. Donc voilà les points que nous avons vus ensemble. Nous avons vu également qu'on pouvait utiliser la navigation privée pour ne pas laisser de traces dans l'ordinateur, et que ça améliore un petit peu la confidentialité, ou en tout cas la sécurité au niveau du poste sur lequel on se trouve. J'espère que ces informations vous seront utiles et qu'elles vous aideront à naviguer en toute sécurité sur Internet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.